Bonjour tout le monde, cette vidéo c'est la deuxième partie du mix résumé analyse du livre de Pierre Bourdieu, Distinction. Et ici on va parler de trajectoire sociale et sentimentale, en faisant aussi un lien avec le diplôme, donc vous allez comprendre. Si vous avez manqué la première vidéo, allez la voir, le lien est en description de cette vidéo sur YouTube. Et si vous vous souvenez, dans la première vidéo, donc on avait vu que les études montraient des différences de goût entre les classes sociales. Elles montraient que par exemple les classes sociales allaient plutôt apprécier les photos qui figent le beau, un beau qui est reconnaissable, comme un beau paysage ou un beau visage. Elle va aller vers des photos en couleur, les photos qui ont un message, un sens explicite, des photos engagées. Et en fait, elle est plus sur la chose qu'on photographie. Et plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus on va apprécier l'inutile, avec des photos de choses laides, insignifiantes. On va être sur la forme. On va être moins sur l'objet qu'on photographie. On va apprécier le travail du photographe. Et à la fin de la vidéo 1, je vous ai demandé ce que vous pensiez de cette photo-là. Qu'est-ce que vous en diriez si on vous demandait votre avis? Et en fait, cette question, elle a été posée dans le cadre d'une étude qui a été réalisée par l'auteur. Et il en est ressorti que la façon d'appréhender une œuvre était différente selon la classe sociale. La façon de voir est modelée par la classe sociale. Les sujets de la classe populaire faisaient des commentaires sur le fait que les mains étaient usées, qu'elles étaient vraiment vieilles, que c'était pas très beau, que la main gauche était déformée, que c'est pas le type de photo qu'ils accrocheraient dans leur salon. Donc l'attention, elle était vraiment portée sur la chose et sur la description de la chose, les mains ici. Et plus on grimpait dans la hiérarchie sociale, plus les propos devenaient abstraits. Par exemple, il y avait un commentaire qui disait j'aime le geste humble de cette femme. Donc le concept d'humilité illustré par une photo. Les commentaires, ils concernaient aussi de moins en moins les mains et de plus en plus la personne. On envisageait sa vie, une vie d'usure. D'ailleurs, dans les commentaires YouTube, j'ai même lu que c'était une veuve, une femme qui avait beaucoup vécu. On y voyait aussi des symboles liés au travail ou à la vieillesse, que c'était des mains usées par le travail, que la photo essayait de retranscrire la difficulté du travail manuel. C'était des commentaires du type « ces deux mains évoquent une vieillesse pauvre, une vieillesse malheureuse ». Et en haut de la hiérarchie sociale, on commentait la photo en faisant des références à d'autres œuvres artistiques. Un commentaire de l'étude disait par exemple « ce sont les mains des premiers tableaux de Van Gogh ». Un autre commentaire disait ça me fait penser à la vieille servante de Flaubert. Donc on perçoit l'œuvre à travers les autres œuvres déjà connues. C'est un système d'interlégitimité entre les œuvres. L'œuvre s'inscrit dans un ensemble d'autres œuvres. Et il va y avoir un ensemble de codes, un ensemble de références qui sont intégrés. Et ceux de la classe bourgeoise raisonnaient l'œuvre avec ce système entre les œuvres. Et ce système d'interlégitimité, il est repris d'ailleurs par l'industrie du luxe. Les publicités dans le luxe font très souvent référence à des œuvres. Par exemple, les pubs Dior avec Charlize Theron, elles font systématiquement référence à des tableaux connus. Et ici, on a aussi l'exemple de Guerlain qui reprend Odalisque de Francesco Hayez. Là, on a Dolce & Gabbana qui reprend le style de Raymond Ins. Donc, l'industrie du luxe s'adresse à une clientèle bourgeoise, donc elle reprend les codes de la bourgeoisie dans l'expression du beau, en fait, via ce système d'interlégitimité. Et le problème que pose l'auteur, c'est que le résultat en fait entre toutes ces différentes façons de voir, c'est que ça peut amener à la fausse conclusion que ceux qui voient, ceux qui sont capables de discourir, de remarquer les références, auraient un don inné qui leur permettrait de saisir la beauté artistique ou bien une intelligence supérieure, qu'ils auraient une capacité à voir dont les autres seraient privés. Alors qu'en fait, c'est une matrice de perception qui est le fruit d'un apprentissage. C'est du capital culturel. Et le capital culturel a un impact sur la trajectoire sociale des gens. C'est une force dans notre société. Il se transmet d'une génération à une autre. Les parents, les grands-parents vont fournir au nouveau-né, à l'enfant, une avance en l'immergeant complètement dans un univers artistique, et ça va se faire de manière inconsciente. Par exemple, il va jouer des instruments qui sont considérés comme nobles, comme le piano. On le motivera à lire certains artistes, certaines œuvres, et s'il ne les lit pas, il en aura entendu parler et il saura en parler. Les œuvres graviteront autour de lui. Il aura un rapport plus familier avec des œuvres dites légitimes. Légitimes, c'est celles qu'il faut connaître, celles reconnues par la société et le système scolaire. Et cette immersion, dès l'enfance, va lui donner un avantage au niveau de l'instruction, sur des manières, sur l'art de la conversation, sur le sens des convenances. Certains vont réussir quand même à acquérir ce capital culturel plus tardivement, sans l'immersion, sans la transmission intergénérationnelle, par l'effort personnel. Mais celui qui en bénéficie dès l'enfance aura un avantage sur des années qui sont déterminantes dans la vie, celles qu'on passe dans le système scolaire. Et l'école n'arrive pas à pallier à ça.
On a beau rajouter des heures, laisser les enfants plus longtemps à l'école, l'influence du système familial est plus importante que le système scolaire. On peut passer 15 heures à l'école et 3 heures dans sa famille, la famille aura toujours plus d'influence sur l'enfant. L'influence, c'est pas une question d'heures passées. L'école n'arrive pas à pallier à ça. Donc, on va parler du système scolaire. Le système scolaire, il a été affecté par 3 phénomènes. Le premier, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes scolarisées. Et ça, en fait, ça a eu pour effet de dévaluer le diplôme. Des diplômes perdent de leur valeur année après année parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont eu accès en fait, à ces diplômes. Et vu que le diplôme perd de sa valeur, les gens obtiennent moins de ce que le diplôme leur pouvait apporter à la génération précédente. Avant, le bac avait de la valeur sur le marché du travail. Aujourd'hui, c'est juste une étape. Avant, le bac plus 5, c'était le Graal et c'était une garantie emploi. Alors qu'aujourd'hui, le bac plus 5 ne garantit pas l'emploi. Il y a des personnes au chômage et des salaires au SMIC. Le deuxième phénomène qui affecte le système scolaire, c'est la multiplication des voies de garage. Et des voies de garage qui sont masquées. Avant, on était exclu du système scolaire si on n'était pas bon. Aujourd'hui, on va créer des diplômes et des formations qui sont des voies de garage. L'exclusion ne se fait plus en excluant vraiment, mais en dirigeant vers les diplômes les plus dévalués. C'est de l'exclusion qui va être progressive et qui va être masquée. L'élève ne sait même pas qu'il est disqualifié. Avant, c'était tranché, c'était clair. Maintenant, le système scolaire exclut, mais en douceur et sans le dire. C'est le marché du travail qui portera la responsabilité de l'exclusion en fait. Et la troisième chose qui affecte notre système scolaire, c'est la manière dont se hiérarchisent les filières. Plus on s'élève dans la hiérarchie scolaire, plus il y a une exigence de culture générale. Ça va être une exigence qui est implicite. Un niveau de diplôme suppose l'acquisition d'un certain niveau de culture générale. Mais le système scolaire ne permet pas d'acquérir ce niveau-là. Il y contribue, mais pas au niveau qui est attendu plus haut. Ce qui fait qu'il va y avoir une sélectivité qui ne va pas dépendre seulement du niveau scolaire. Le différentiel, l'élément différenciant se fera forcément avec la capacité de la famille à transmettre cette culture à l'élève. Et donc la réussite elle dépendra autant du capital scolaire que du capital culturel hérité. Un exemple parlant, ce sont ces filières dont on peut sortir avec un master en économie ou en finance ou dans des domaines en fait qui demandent une logique mathématique ou de gestionnaire et pourtant le concours d'entrée exige surtout une capacité rédactionnelle et pas une logique mathématique. Et le fait en fait d'exiger ça, un niveau de culture légitime élevé, ce niveau qui n'est pas transmis par l'institution scolaire, c'est pour masquer le fait que ce qui est exigé en souterrain, c'est une origine sociale. Et cette théorie, elle va se confirmer souvent par le type de population qui rejoindront la formation de fait, en fait. Et le mépris, en fait, qui peut naître de ça, c'est le mépris de celui qui exprimera une supériorité sur celui qui est moins diplômé ou pas diplômé. C'est le mépris qui est issu de la surestimation de lui-même de par son diplôme, sans être capable d'objectiver ce qui lui en a permis l'acquisition. Et en fait, ça vient, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie des vents contraires. Notre esprit ne va retenir que les obstacles à surmonter. Il va complètement omettre les forces qui travaillent en sa faveur. Et ça, c'était illustré avec un coureur de fond et un cycliste. Et ils avaient passé du coup un test et à l'issue de la course, ils ne se souvenaient que des vents contraires. Ils avaient complètement oublié tous les vents qui opéraient en leur faveur, qui allaient dans leur direction. Leur attention a été retenue que parce qu'ils devaient surmonter. Notre cerveau, il est marqué parce qu'il représente une menace, une difficulté. Et en fait, cette surattention sur les vents contraires, ça ressort aussi quand on évalue notre vie. On se souvient des obstacles qu'on a surmontés, mais pas les éléments qui nous ont favorisés. C'est ce qui fait que on aura tendance à trouver les autres plus chanceux que nous, parce que notre attention, elle portera sur les montagnes qu'on a gravies, tout ce qui nous a défavorisés, et on va oublier que notre position était favorisée en d'autres points. Donc, l'école, en tout cas, elle fait partie, en fait, pour les gens, d'une stratégie pour se maintenir ou s'élever dans la hiérarchie sociale, et ça, toute classe confondue. Chaque individu essaye de maintenir sa position sociale ou de l'améliorer. Mais l'améliorer, c'est pas que économiquement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il parle des classes sociales, il parle pas que de l'aspect économique, financier. Pour lui, en fait, il y a 3 types de capitaux. Vous avez le capital culturel, donc toutes vos ressources culturelles, le capital économique, votre patrimoine, et le capital social, ça va être votre réseau. Et ce qui fait les classes sociales, c'est les différences dans les volumes, classe populaire, classe moyenne et classe bourgeoise. Mais à l'intérieur de chaque classe, il y a des fractions de classe. Chaque fraction de classe, c'est une structure du capital. Dans l'un, il y aura plus de capital culturel que de capital économique, par exemple chez les instituts. Dans l'autre, il y aura plus de capital économique, comme les commerçants, etc. Donc vous pouvez faire en fait ça pour vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez d'abord identifier la classe sociale en raisonnant en termes de volume. Donc classe populaire un peu, classe moyenne un peu plus, classe bourgeoise
bourgeoise encore plus. Et ensuite, la fraction de classe en fonction de la répartition des capitaux. Est-ce qu'il y a plus de capital culturel, plus de capital économique ou social? Quelle apparence a votre histogramme? Et du coup, en faisant ça, en fait, on peut voir que pour un même métier, deux personnes peuvent avoir des structures différentes. Et en fait, les gens ont des stratégies de vie pour augmenter et conserver leurs capitaux, consciemment ou inconsciemment. Ils vont chercher soit à se maintenir, soit à accroître le type de capital qui est faible ou le volume global. Dans les stratégies d'accroissement, donc il y avait l'école, et il y aura aussi par exemple le patron d'industrie qui a du capital économique et qui cherchera à accroître son capital social et culturel. Et il va le faire en rejoignant des cercles et aussi en achetant du noble et de l'ancien, comme des vignes, d'anciennes demeures, des châteaux, tous les autres symboles en fait de l'ancienne bourgeoisie. La nouvelle bourgeoisie va aussi investir dans le capital scolaire et culturel de leurs enfants. C'est le cas des parents qui ont par exemple une profession libérale, type avocat, médecin ou professeur, et qui souhaiteront que leurs enfants se maintiennent dans la fraction de classe intellectuelle. Dans les stratégies de maintien, il y a aussi l'exemple des personnes qui ont un capital culturel hérité, élevé, mais qui ont été éliminés par l'école. Eux, pour se maintenir, ils vont rentabiliser leur capital culturel, celui qu'ils ont eu de leur famille. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le convertir en se dirigeant vers des métiers où les réseaux, les manières sont des critères déterminants de réussite. Ce sont des métiers qui vont fonctionner plus par cooptation, sur la base des relations. Ce sont des métiers où la familiarité avec le milieu va garantir la réussite bien plus que la compétence ou la technique. L'auteur il donne l'exemple par exemple des commerçants de culture, donc tout ce qui est production culturelle, écrit, visuel, type cinéma, chanson, tout ce qui est culture en fait. Et leur sens mondain en fait va les aider à convertir. Ils savent aimer ce qu'il faut aimer, dire ce qu'il faut dire pour s'inscrire dans la logique du milieu. Et cette conversion, ça va leur permettre de se maintenir dans leur rôle, dans leur rang social, malgré l'échec scolaire en fait. Et cette volonté de se maintenir ou de s'élever, ça va aussi influencer les choix sentimentaux. En fait, ça va suivre la même logique que nos goûts alimentaires ou décoratifs que j'avais présenté dans la vidéo 1. L'amour, c'est un domaine où il n'y a pas vraiment de miracle amoureux en fait. Les gens vont aller vers ce qui leur ressemble pour le maintien du rang ou vers la personne qui permettra d'accroître leur pouvoir dans la société, que ce soit un pouvoir économique, social ou culturel. En gros, l'alchimie, l'attraction, c'est que la reconnaissance des signes subtils de classe ou d'appartenance de classe que la personne renvoie. Ça va être une façon de parler, un rapport au corps, une façon de s'habiller. Et l'humain, en fait, va envisager un projet de relation avec la personne qui permet le maintien ou l'ascension. Donc qui représente un supplément de capital indirect. Et en fait, ça m'a fait penser à tous ces hommes de pouvoir qui sont attirés par les comédiennes, les danseuses, les chanteuses, les artistes. Et c'est un peu simpliste de dire qu'ils choisissent que sur le critère de la beauté, parce que des femmes belles, il y en a partout, il y en a dans tous les métiers. Et leur choix se porte très souvent sur des femmes issues de l'ancienne bourgeoisie, avec un capital culturel qu'elles ont reconverti dans certains domaines. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans le schéma des couples présidentiels. C'est le nouveau bourgeois qui choisit une femme qui incarnera l'ancienne bourgeoisie. En gros, l'individu, homme ou femme, sera attiré par la personne qui représentera une forme d'ascension sociale parce qu'elle incarnera, que ce soit en capital économique, en capital culturel ou en capital social. Comme c'est romantique. Donc voilà, donc c'était 2 vidéos où je résumais le livre Distinction de Bourdieu et j'ai rajouté donc mes analyses, mes réflexions et j'avais déjà lu plusieurs livres de Bourdieu, mais je pense que si vous voulez commencer à lire Bourdieu, il vaut mieux commencer par celui-ci. Et c'est pas un livre qui se lit, c'est un livre qui s'étudie. Il faut le lire avec en face d'autres écrits, plus récents, qui viennent nuancer ou actualiser. Par exemple, sur le sujet des voies de garage masquées, c'est hyper vrai. Aujourd'hui, l'exclusion, elle est moins franche, mais en même temps, en face, sur le marché du travail, on demande des diplômes pour tout et n'importe quoi. Par exemple, si c'est un métier pour compresser les bouteilles, le marché du travail va demander un BTS compresseur de bouteilles. On voit des offres d'emploi comme ça, même si ça doit être fait par une machine, mais vous avez compris l'idée. On a créé des diplômes avec des compétences de plus en plus nichées, parce qu'en face, il y a aussi cette exigence qui est installée sur le marché du travail. On se fait plus confiance, en fait, dans l'embauche. On mise plus du tout sur les capacités de l'humain à apprendre en interne. On veut qu'il soit plus que prêt à la première seconde de l'embauche. Mais voilà, le livre est super intéressant, surtout lorsqu'on rentre dans le détail des études qu'il a réalisées. Enfin, rendez-vous compte, quand il parle dans le livre de la dévaluation du diplôme, il parlait du bac, parce qu'on pouvait travailler avant avec le bac. Et aujourd'hui, ce qu'il a écrit s'applique pour le bac plus 5, et même bac plus 6 avec les masters spécialisés, où il y a justement cette hystérésis des habitus. Donc voilà. Merci d'être allé jusqu'au bout. Je pense que là, cette semaine, je vais faire des posts sur Insta et LinkedIn, donc vous pouvez me rejoindre dessus pour ceux que ça intéresse. Et pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. À bientôt!